Bonjour tout le monde. Je suis Oriane, la directrice du développement des services chez Parkinson Québec. Bienvenue dans ce webinaire mensuel. Nous allons aborder le thème de la proche aidance, un sujet très important et qui touche de très nombreuses personnes. Le webinaire portera plus précisément sur la prévention de l'épuisement des proches aidants. Comment reconnaître l'épuisement, que faire, comment trouver de l'aide et où trouver de l'aide. Pour cela, nous avons l'immense plaisir de recevoir Julie Bickerstaff, qui est directrice info aidant et transfert de connaissances chez l'organisme L'Appui. L'Appui est un organisme dédié aux proches aidants. Bonjour Julie, merci beaucoup d'avoir accepté de nous partager tes connaissances sur le sujet. Merci, bonjour Oriane, bonjour tout le monde. Donc, très heureuse de me joindre à vous. Merci de l'invitation. Alors, comme Oriane le disait, je suis directrice info aidant, transfert de connaissances à l'Appui. Mais sinon, je suis travailleuse sociale de formation avec une maîtrise en gérontologie sociale. Ça fait plusieurs années que je traîne ma bosse dans le milieu du développement social, de l'intervention. J'ai aussi donné des charges de cours à l'université. Donc, bref, tout ça pour vous dire que ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous parler de proche aidance. Parfait. Avant de commencer, je vais rappeler quelques règles de formalité pour faciliter le déroulement de la conférence. Alors, nos conférences sont toutes enregistrées. Elles seront accessibles sur notre site internet et notre chaîne YouTube. J'en profite pour vous dire que celle du mois dernier sera accessible durant le mois de novembre, là très prochainement, puisqu'il y avait eu un problème technique. Pour favoriser le flux de la présentation, je vous demanderai de couper vos micros, s'il vous plaît. Et il y aura une période de questions à la fin de la présentation. Donc, tout au long de la conférence, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Voilà, on y répondra par la suite. Donc, nous allons pouvoir débuter. Donc, Julie, est-ce que tu pourrais peut-être commencer par nous préciser qui sont les personnes proches aidantes? Absolument, ça va me faire plaisir. Je vais vous partager ma présentation pour commencer tout doucement à partir du début et de placer. Oriane, tu peux me dire à quel moment tu vois la présentation? Oui, on la voit parfaitement. Très bien, merveilleux. Alors, j'aime bien, pour répondre à ta question, Ariane, j'aime bien commencer en partageant une citation de Rosalind Carter, une des premières dames des États-Unis. En 2003, elle disait « Il n'y a que 4 types de personnes dans le monde. Ceux qui ont été proches aidants, ceux qui sont présentement proches aidants, ceux qui seront proches aidants et ceux qui ont besoin d'aide. » Donc, la proche aidance, c'est un paysage très diversifié. Il y a vraiment plusieurs portraits à la proche aidance. Je vais vous en présenter quelques-uns. Alors, je vous présente Isabelle, c'est la maman de Kim. Kim est lourdement handicapée. Elle a ce qu'on appelle le syndrome de Lennox-Gastaut. Moi-même, je ne connaissais pas cette pathologie. C'est une encéphalopathie épileptique sévère et elle a également une déficience intellectuelle moyenne. C'est donc Isabelle qui est sa maman, mais qui joue un rôle de proche aidant auprès d'Isabelle, maintenant auprès de Kim, maintenant que Kim n'est plus une enfant, elle est une adulte, mais elle aura toujours besoin du soutien de son entourage. Et donc, c'est sa maman qui joue son rôle de proche aidante. Je vous présente ensuite André. André, il prend soin de Gertrude, qui vit avec la maladie d'Alzheimer. Elle a une démence mixte avec une perte d'autonomie progressive. Je vous présente ensuite Michel. Michel, elle est présente pour Myrline, qui vit avec un trouble neurologique cognitif et dégénératif mixte. Donc, tout ça pour vous illustrer à quel point les portraits de la proche aidance peuvent être diversifiés. Au Québec, on parle de 1,6 million de personnes qui jouent le rôle de personnes proches aidantes. Ce sont des personnes qui fournissent donc sans rémunération des soins et du soutien ponctuel ou régulier à un ou à des proches qui ont une ou des incapacités temporaires ou permanentes, et ça peu importe leur âge ou leur milieu. Ce sont des personnes qui vont soutenir les conjoints, qui
vont soutenir des parents vieillissants, qui peuvent soutenir aussi leurs grands-parents. Des fois, ce sont de jeunes proches aidants qui prennent soin de leurs grands-parents. Ça peut être aussi un frère, une sœur, ça peut être nos beaux-parents, un ami, des voisins. Donc, encore une fois, tout ça pour dire que le spectre est large et qu'on a tous des proches aidants dans notre entourage. Parfois même, on ne le soupçonne pas. Souvent, en discutant avec des collègues au travail, on se rend compte que dans leur vie personnelle, ils jouent un rôle de proche aidant. Donc, en général, ce n'est pas très long avant qu'on réussisse à trouver quelqu'un dans notre entourage qui joue le rôle de proche aidant. D'autres petites statistiques pour essayer de faire un portrait de qui on parle. Il y a une plus grande proportion de femmes qui jouent un rôle de proche aidant. C'est 58 comparativement à 42 d'hommes. Ceci étant dit, il y a quand même une grande proportion d'hommes qui jouent aussi un rôle de proche aidant. La plus grande proportion de proches aidants se trouve dans la tranche d'âge du 45-64 ans. Et souvent, on va référer à eux en disant que c'est un peu une génération sandwich, dans le sens où ils sont pris en sandwich entre des parents vieillissants qui commencent à avoir des pertes et qui ont des besoins de soutien, et des enfants au début de leur vie d'adulte qui sont encore à la maison, qui ont encore besoin du soutien des parents. La grande majorité de proches aidants travaillent sur le marché de l'emploi et travaillent plus de 30 heures semaine. Donc, ça vous laisse présager des défis de conciliation, travail, proche aidance. Il y a aussi une statistique très intéressante et significative qui nous dit que 9 personnes proches aidantes sur 10 ne cohabitent pas avec la personne aidée. Ceci peut déjà nous faire penser à des enjeux, à des défis en termes de transport, de distance entre beaucoup de proches aidants à distance, des parents qui n'habitent pas tout à fait dans la même région que nous, parfois pas dans le même pays que nous. Ça ajoute certains niveaux de complexité dans notre contexte de proche aidance. En termes de soutien apporté, on voit dans cette infographie-là que 28 des personnes proches aidantes offrent plus de 5 heures de soutien par semaine, dont 9 atteignent 20 heures et plus. Donc, il y a vraiment des proportions quand même assez significatives de gens qui soutiennent de manière quand même assez intense sur une base hebdomadaire. Et le type d'aide le plus souvent offert, c'est effectivement l'accompagnement aux rendez-vous médicaux, du soutien émotif, l'accompagnement de transport, amener quelqu'un à rendez-vous, l'amener à l'épicerie, etc., faire les démarches administratives. Donc, tout ça, ce sont des tâches ce sont les tâches les plus souvent réalisées par les personnes proches aidantes. Et lorsque tu dis 9 personnes proches aidantes sur 10 ne cohabitent pas avec la personne aidée, est-ce que ça voudrait dire que c'est plutôt rare que ce soit les conjointes qui soient proches aidants? Bien, en fait, c'est ce que les statistiques effectivement nous disent, c'est que dans le fond, la grande majorité des contextes de proche aidance, c'est un enfant adulte qui soutient un parent vieillissant. Donc, effectivement, le contexte conjugal n'est pas le premier contexte. OK. En termes statistiques. Est-ce que tu peux nous mentionner les rôles et les tâches des personnes proches aidantes dans le quotidien? Absolument. Alors, on en a parlé un petit peu, je vais aller un petit peu plus en détail, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de tâches et de rôles qui peuvent être réalisés par une personne proche aidante, mais souvent, on va parler de l'administration de la médication ou des soins. Parfois, ça peut aller très loin dans l'administration de soins. On peut penser à changer des pansements, à aider à faire des injections, etc. Donc, des fois, ça peut aller vraiment très loin. Il y a des professionnels de la santé qui vont nous coacher, pardonnez-moi l'anglicisme, pour donner des soins à domicile dans un contexte de convalescence, par exemple. Transport, aide aux courses, bon, c'est plus facile à imaginer. Le soutien émotionnel, on sous-estime parfois quand on pense à la proche aidance, mais c'est un des rôles que jouent beaucoup les personnes proches aidantes
d'offrir ce soutien émotionnel-là. Des fois, je donne l'exemple d'un cas qui m'a été rapporté d'une fille dont la maman est encore à domicile, mais qui commence à avoir des pertes cognitives et qui l'appelle 5, 6, 7, 8 fois par jour et qui a besoin d'être rassurée sur plein de petites choses de son quotidien, qui vit beaucoup d'anxiété. Donc ça peut devenir très envahissant, très lourd à porter pour un proche aidant dans un certain moment là, de la trajectoire de proche aidance, là, dans un début de déficit cognitif. C'est des situations dont on entend parler beaucoup. Donc, les proches aidants vont vraiment jouer un rôle de soutien émotionnel. Par rapport à l'organisation ou à l'accompagnement des soins des services, donc, comprenez, je pense pas, je ne vais pas expliquer en long et en large, vous pouvez imaginer à quoi on peut faire. Travaux domestiques, aider à entretenir la maison, aider à faire des travaux que nos parents, par exemple, vieillissants, ne sont plus en mesure de faire dans la maison. Ça va souvent commencer par ces choses-là, entretenir la toiture, faire les tâches, les gros travaux d'entretien là, qui deviennent très exigeants. Donc ça, les proches aidants vont jouer un rôle par rapport à ça. Entretien du logement, du domicile, du terrain, la gestion financière également. C'est aussi souvent par là que ça commence. La personne ne se sent tout à fait apte à faire ses transactions sur Internet ou les apprentissages en termes de littératie technologique. Là, on ne sent pas qu'on a vraiment les outils pour faire ces apprentissages-là. Donc, on préfère que ce soit, par exemple, des enfants, nos proches aidants, qui fassent ces transactions-là pour nous. Démarches administratives dans le même esprit. Pour les aspects légaux, juridiques, c'est aussi par là souvent que débute un peu notre trajectoire de proche aidant quand on est dans un contexte, par exemple, d'un enfant, d'un parent vieillissant qui nous demande de mettre en place une procuration pour pouvoir qu'ils fassent nos transactions bancaires à notre place. Donc, c'est des choses qui peuvent faire partie des rôles et des tâches des personnes prochainement. C'est vraiment très large, ça touche à beaucoup d'aspects finalement. Quels vont être les besoins des proches aidants et puis l'évolution aussi de ces besoins, parce que j'imagine que ça ne doit pas être linéaire. Absolument. En fait, les besoins vont être diversifiés. Je vais d'abord parler de comment on a comme catégorisé les types de besoins, puis après, on va les regarder un petit peu plus en détail en regardant un peu justement comment ça s'inscrit dans une trajectoire. Donc, dans le fond, au fil des études qu'on a faites, puis d'avoir parlé avec des personnes proches aidantes, on a été capable de catégoriser leurs besoins dans des grandes catégories. Donc, la première grande catégorie, c'est qu'ils ont besoin d'avoir de l'information. Ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre la maladie de la personne aidée. Ils veulent comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Ça va être quoi les manifestations de cette maladie-là? Ça va être quoi les symptômes de cette maladie-là? On se sent un peu démunis. Donc, pour sortir de notre sentiment d'impuissance, on va aller chercher de l'information. On veut s'éduquer par rapport à ce qui se profile devant nous. Donc, un besoin d'information, ça, c'est la première chose qui va émerger. Ensuite, des besoins de formation. Assez rapidement dans la trajectoire, les personnes proches aidantes vont sentir qu'elles ont peut-être besoin d'outils supplémentaires. Donc, elles vont vouloir aller chercher de la formation. Donc, ça peut être de la formation sur la gestion du stress, ça peut être de la formation sur les stratégies de communication avec une personne, par exemple, qui a un déficit cognitif. Ça peut être de la formation même très instrumentale sur comment administrer une injection, comment faire un pansement. Donc, il y a des choses qui peuvent être très techniques. Il y a des choses qui peuvent être plus au niveau psychosocial, la gestion du stress, tout ça. Alors, un besoin de se faire former est exprimé par les personnes proches aidantes. Ensuite, il y a un besoin de soutien psychosocial, que ce soit offert de manière individuelle ou de groupe. Les proches aidants ont parfois une préférence pour l'un ou l'autre. Ils retirent des bénéfices de l'un ou de l'autre. Des fois, on est plus à l'aise en individuel avec un intervenant. Parfois, on trouve ça intéressant de participer à un groupe de soutien parce que c'est encourageant, c'est rassurant d'entendre que d'autres personnes traversent des choses similaires à nous.
Donc, ça fait partie vraiment d'un besoin qui est fortement exprimé par les personnes proches aidantes. Ensuite, il y a des besoins en termes de flexibilité en emploi. On l'a nommé, il y a une grande majorité de proches aidants qui sont encore sur le marché du travail. Donc, pour réussir à concilier la vie professionnelle et la proche aidance, ça demande d'avoir un employeur qui nous offre une certaine souplesse, qui a une certaine ouverture par rapport au fait de voir sa santé, pour accompagner un proche à un niveau médical, de devoir recevoir des coups de téléphone, de devoir recevoir le coup de téléphone du médecin, puis c'est maintenant que je dois parler au médecin, je ne peux pas laisser le médecin laisser un message puis penser que quand moi je vais être prête à le rappeler, il va répondre. Donc, c'est quand lui m'appelle qu'il faut que je lui parle. Donc, cette souplesse-là en milieu de travail est vraiment un grand besoin qui est prochainement exprimé. Puis la même chose aussi dans le cadre des études. On ne pense pas nécessairement à la proche aidance au niveau des jeunes, mais ça existe. Il y a des très jeunes personnes qui accompagnent des parents qui ont certaines difficultés, qui traversent des épisodes de maladie. Donc, même dans le cadre des études, d'avoir cette souplesse-là, d'avoir de la compréhension du corps professoral par rapport à une difficulté à remettre un travail selon les échéances. Donc, tout ça, c'est des assouplissements, de la souplesse, puis de la flexibilité dont les proches aidants ont besoin dans leur vie, dans les autres rôles qu'ils jouent, parce qu'on n'est pas juste une personne proche aidante, on est aussi un employé, on est aussi un étudiant, on a d'autres rôles sociaux dans notre vie. Il y a évidemment des besoins de répit. Les proches aidants ont besoin de répit, ont besoin de souffler, ont besoin de temps pour eux. On va y revenir un petit peu plus loin dans la présentation, quand on parlera de la prévention de l'épuisement. Et bien entendu, du soutien financier et matériel. Donc, dans le fond, pour beaucoup de personnes proches aidantes qui doivent s'absenter du travail, qui doivent diminuer le temps de travail, il y a un impact financier direct. Et donc, ils sont souvent à la recherche de qu'est-ce qui existe comme soutien financier ou comme soutien matériel dans la maison pour adapter la maison, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir permettre le maintien à domicile plus longtemps de la personne aidée. Donc voilà, grosso modo, les grandes catégories de besoins. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Bien sûr. C'est concernant l'information et la formation, je voulais juste mentionner à tous ceux qui nous écoutent qu'on a lancé il y a quelques temps un programme qui s'appelle Ta vie en mouvement. C'est une intervention virtuelle qui a été développée par des chercheurs du CHUM en partenariat avec des personnes atteintes et des proches aidants. Et donc, Ta vie en mouvement, c'est composé de sessions, c'est des vidéos à regarder et ça vise à promouvoir vraiment la capacité d'agir des personnes et leurs proches face au Parkinson. Donc, n'hésitez pas à prendre connaissance de ce programme. Il est entièrement gratuit. Il est disponible sur notre site internet dans l'onglet Services offerts. Et puis voilà, il y a 8 sessions pour le moment et 4 autres sessions arrivent bientôt. Donc, et puis, on va aussi les produire en anglais. Donc, voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. J'espère que ça pourrait vous aider. Super. Donc, en termes d'évolution, en fait, les besoins, ils vont évoluer dans le temps. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une trajectoire de personnes proches aidantes, ça s'inscrit souvent, dans la grande majorité des cas, sur plusieurs années. Ça ne dure pas juste 3 mois, c'est plutôt rare. On peut être proche aidant de manière très ponctuelle, mais pour beaucoup de personnes proches aidantes, ça va s'inscrire dans la durée. Et on a un peu essayé de conceptualiser cette trajectoire-là en parlant d'un début de parcours, milieu de parcours, fin de parcours. Et les besoins qui vont être exprimés de manière un petit peu plus prégnante à chacune de ces étapes-là sont un petit peu différentes. Ça évolue dans le temps. Donc, au début de parcours, il faut encaisser le diagnostic. Donc, tu sais, cette période-là de ouf, il y a comme un ouragan là, qui vient de passer dans notre vie. Il y a quelque chose de très fort qui bouscule tout, qui remet tout en question. Donc, on a besoin d'un espace et de temps pour encaisser, pour digérer. On va aller chercher de l'information, on va se documenter, on va être un peu en réaction à cette annonce-là, puis on va vouloir être en action, on va vouloir aller chercher de l'information, on
on va aller écouter des conférences, on va aller sur Internet. Donc, on va être beaucoup là-dedans, on veut comprendre, on anticipe déjà beaucoup, on veut planifier les aspects légaux, on ne veut pas attendre que la personne soit devenue inapte, on se dit, OK, faut régler nos affaires. Là, il y a comme une urgence qui s'installe, c'est comme, on fait le testament, on fait le mandat en cas d'inaptitude, on fait toutes les choses qu'on laissait un peu de côté, parce que ça ne nous tentait pas trop de se préoccuper de ça. Fait que là, il y a comme quelque chose qui se passe, cette période de crise qui fait que là, on réfléchit à toutes ces choses-là, puis on voudrait régler toutes ces choses-là. On se met à chercher toutes les pistes pour être soutenu. Est-ce qu'il faut adapter le domicile? Je devrais-tu déjà commencer à faire des démarches, aller chercher une subvention pour faire installer une chaise élévatrice dans la maison. Bref, les besoins à ce moment-là sont assez aigus par rapport à ces aspects-là. En milieu de parcours, il y a comme une certaine, la période de crise est passée, on compose un peu mieux avec la situation, on comprend mieux ce qui se profile à l'horizon. Donc, on va peut-être être plus dans d'approfondissement. Par exemple, la maladie a évolué un peu, la personne aidée, on va vouloir développer nos stratégies de communication selon la pathologie. Si on est dans des pathologies où la communication va être affectée, on va vouloir essayer de trouver un équilibre. On va vouloir essayer de maintenir un certain équilibre entre les différentes sphères de notre vie. On va déjà ressentir le besoin de répit. Parce que ça peut être assez costaud qu'on traverse comme épisode, comme situation. On gère les démarches administratives. Bon, on a déjà fait des démarches, on a commencé, on finalise les démarches, on essaie de passer les choses. On essaie de planifier le plus, on essaie de planifier le présent, l'avenir, mais on ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve, fait que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. On cherche des conseils. Gérer son stress, parce que là, ça peut faire plusieurs mois qu'on est dans cet apprivoisement de cette nouvelle réalité-là. Il y a du stress qui s'est installé. On apprend tout doucement, mais sûrement à poser nos limites. On ne peut pas être le chef d'orchestre et de répondre à tous les besoins de tout le monde. Donc, on essaie de développer cette capacité-là de poser ses limites pour se protéger, pour se maintenir en santé. Et on ressent peut-être aussi le besoin d'échanger avec des personnes qui vivent une situation similaire à la nôtre. Plus on avance dans le parcours de la personne proche aidante, plus on est dans des situations qui peuvent nécessiter de réévaluer les modalités de la vie. Est-ce qu'il faudrait changer de milieu de vie? Est-ce que le maintien à domicile est encore possible? Pour combien de temps? Est-ce qu'il faudrait commencer à aller voir d'autres modalités de vie? Est-ce qu'on envisage l'hébergement? Donc, toutes ces choses-là vont apparaître plus on avance dans la trajectoire, plus la maladie progresse. Il y a énormément de deuil à traverser. Il y a aussi les réactions de l'entourage à devoir gérer quand on commence à parler de relocalisation, d'hébergement. Les enfants peuvent réagir, les frères, les sœurs. Nos amis, notre entourage peuvent être en réaction, peuvent nous refléter des choses qu'on peut difficiles à recevoir. Il y a aussi toute la préparation de fin de vie. On est dans un contexte où maintenant l'aide médicale à mourir est disponible. Donc, il y a toutes ces étapes-là, il y a toutes ces réflexions-là. Puis à travers ça, les prochains ont souvent besoin de soutien, ont besoin de pouvoir en parler, soit avec des professionnels, des intervenants, d'autres personnes proches aidantes. Donc, ils ont besoin de soutien pour préparer aussi ce qu'on appelle l'après-proche aidante. Donc, dans le fond, souvent, eux vont demeurer, une fois que la personne aidée est décédée, il y a comme toute une réappropriation de son identité en dehors du contexte de la proche aidance qui va devoir être travaillée. Donc, grosso modo, on est là-dedans par rapport aux différents besoins des personnes proches aidantes. Merci. Quelles répercussions ça peut avoir sur les personnes proches aidantes? Elles sont nombreuses. Bien entendu,
provoque beaucoup d'inquiétude, hein, que notre proche, une personne chère à notre cœur, soit impacté par une maladie. C'est très inquiétant. Ça suscite de l'angoisse, du stress. Il y a de la fatigue qui s'installe, parfois de l'irritabilité et même de la colère. On est en colère par rapport à ce qui se passe. On est en colère par rapport au fait que nos projets de retraite ne pourront pas avoir lieu, ne pourront pas se concrétiser. Donc, ça génère beaucoup d'émotions. Ça peut, le contexte de prochaine-lance peut être un contexte propice à de la maltraitance. Puis, je tiens à dire que maltraitance, c'est un terme fort qui fait parfois peur, mais il faut toujours se rappeler que dans la majorité des cas, la maltraitance, elle n'est pas intentionnelle. Elle est non intentionnelle. Donc, c'est pas parce qu'on veut maltraiter quelqu'un, mais parfois, un contexte de prochaine-lance peut vraiment nous amener dans des zones où on perd le contrôle de soi et on lève la voix, on s'impatiente, on bouscule. C'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas être dans le jugement. Ces contextes-là, même avec tout l'amour et la bienveillance du monde, là, parfois, là, ça dépasse nos limites. On dépasse nos limites par rapport à notre capacité à gérer ça au quotidien. Donc, il y a des contextes de maltraitance qui peuvent émerger. C'est important d'aller chercher de l'aide. On peut se sentir débordé. On peut même, il y a des impacts sur notre santé. Le stress, c'est très, très mauvais pour la santé. C'est largement documenté. Donc, il y a même des prochainement qui vont développer des symptômes, qui ont de la difficulté à dormir, qui vont commencer à consommer l'alcool. Donc, il peut y avoir des impacts sur la santé de la personne prochainement. Il y a de l'isolement social qui peut se vivre. Parfois, les prochains, compte tenu des manifestations de la maladie de l'aider, vont éviter de sortir, d'aller à la rencontre de l'entourage, d'inviter des gens à la maison. Ils vont être gênés par rapport aux réactions de la personne aidée, par rapport à son état, par rapport à sa dégradation physique. Donc, il y a toutes sortes de contextes qui font en sorte que prochainement puisse s'isoler et ce n'est pas bon pour sa santé, on s'entend, mais c'est des choses qu'on voit, qu'on observe. Il peut y avoir des impacts sur le travail. On fait une réduction des heures de travail, absentéisme au travail. Si on quitte le travail, si on abandonne notre vie professionnelle précocement, on arrête de cotiser à notre pension. Donc, l'appauvrissement, la perte de revenus, c'est un effet collatéral de la prochainance. Quand on est un jeune prochainement et qu'on fréquente encore le milieu scolaire, l'absentéisme et les risques de report ou d'abandon des études sont présents. Donc, il y a toutes sortes de conséquences. C'est sûr que notre relation avec la personne aidée est appelée à se transformer. Donc, ça aussi, des fois c'est positif, des fois, c'est moins positif. Donc, il y a vraiment une panoplie là, de conséquences qui peuvent être induites par un contexte de prochaine. Okay. Tu peux passer à ta slide suivante. Il y a des aspects positifs. Il y a aussi des aspects positifs. Dans le fond, il y a plusieurs personnes prochainement qui vont témoigner du fait que la relation s'est enrichie au sein de la DIAB, que dans le fond, le contexte de la maladie leur a permis de un peu se détacher des choses superficielles et de vraiment se centrer sur l'essentiel de l'attachement au sein de la relation. Donc, il y a des prochainement qui témoignent d'effets très positifs, de se sentir utile, donc un sentiment de valorisation accru. Ils nous témoignent aussi du fait que ça leur a permis de découvrir en eux des forces insoupçonnées. Ils ont développé des compétences qu'ils ne croyaient pas détenir, qu'ils ne croyaient pas être en mesure de développer. Ils se rendent compte que, mon Dieu, je suis une grande patience, je suis une grande résilience. Donc, il y a vraiment des découvertes intéressantes et on se rend compte qu'on a des ressources à l'intérieur de soi qu'on ne soupçonnait pas.
On fait des apprentissages qu'on est capable de transférer dans d'autres sphères. On se rend compte que hey, finalement, je suis bon pour gérer la maison. Je ne l'avais jamais fait, mais là, je le fais. Je me rends compte que je suis je suis tout à fait adéquat. Donc, il y a toutes sortes d'apprentissages qui peuvent se faire. On développe de la confiance dans nos propres aptitudes. Et dans le fond, ça arrive aussi que ça peut enrichir une dynamique au sein d'une famille, avec l'entourage, surtout quand on apprend à gérer les conflits que ça peut susciter, puis aussi à travailler en équipe pour avoir parlé avec beaucoup de prochaines dans ma carrière. J'ai vu à quel point certaines familles se soudent autour d'une situation de prochaine. Tous les enfants mettent l'épaule à la roue, mettent les mains à la pâte et c'est quelque chose qui se solidifie autour des parents vieillissants. Puis tous les enfants se portent volontaires pour prendre une partie des tâches et des rôles, puis il y a comme une belle solidarité, une belle dynamique. Puis les parents se trouvent choyés d'avoir cette cellule-là familiale autour d'eux. Donc, il n'y a pas que des impacts et des conséquences négatives, il y a également des aspects positifs. Oui, c'est rassurant qu'il y ait quand même des aspects positifs. Est-ce que tu peux nous parler aussi des enjeux et des défis de la personne proche aidante? Absolument. Donc, c'est sûr qu'avec tout ce que je vous ai nommé, vous imaginez bien que ça comporte un certain nombre de défis de se retrouver dans cette situation-là, de jouer un rôle de personne proche aidante. Le premier défi qui est de taille, c'est de se reconnaître. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est non, je ne suis pas proche aidant, c'est ma conjointe, c'est normal que je m'en occupe. Non, mes parents se sont occupés de moi, je ne suis pas proche aidante. C'est juste de rendre l'appareil, c'est juste de retourner l'ascenseur, c'est juste normal et naturel que je fasse ça pour mes parents vieillissants. On entend toutes sortes ou encore, non, moi, je ne suis pas la prochaine. Ma soeur, oui, ma soeur, elle habite à côté de mes parents ou elle habite encore avec mes parents. Elle est prochaine parce qu'elle est avec les autres tous les jours, tout le temps, 24 heures sur 24. Moi, j'y vais 2 fois par semaine pour aller porter des petits plats, mais moi, je ne suis pas prochaine. Non, moi, je ne suis pas prochaine. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à se mettre le chapeau de prochainement sur la tête parce que c'est quelque chose qui se manifeste au sein de solidarité intrafamiliale. On prend pour acquis que ça vient avec le fait qu'on est une famille, puis qu'on s'apprécie, puis qu'on s'aime, puis qu'on doit de l'entraide. Alors, prendre le chapeau de prochainement, ce n'est pas acquis. Pour une grande majorité de gens. Quand on fait des études statistiques, on demande aux gens est-ce que vous vous reconnaissez comme prochainement? Puis même quand ils viennent de nous dire qu'ils font de la popote pour leurs voisins ou peu importe, ils disent non, je ne suis pas prochainement. Fait qu'on a un défi à ce niveau-là parce que si les gens ne se reconnaissent pas comme tels, c'est difficile d'être reconnu par les gens autour de nous et c'est difficile d'être soutenu parce que si les gens ne nous reconnaissent pas qu'on joue ce rôle-là, ils n'auront peut-être pas le réflexe de nous offrir du soutien. Et nous, on n'aura pas non plus le réflexe d'aller solliciter de l'aide à l'extérieur, dans notre entourage ou plus largement auprès des services qui offrent des services aux prochainement. C'est comme si quand on entend prochainement, même si je faisais toute la publicité du monde, si toi, tu ne t'es pas reconnu comme prochainement, tu n'entendras pas cette publicité-là, tu l'entends parce que ça ne te concerne pas, tu ne te sens pas concerné. Donc, ça, c'est des défis de taille. Une fois qu'on a accepté qu'on joue un rôle de prochainement, qu'on se reconnaît dans ce rôle-là, il n'en demeure pas moins qu'il y a parfois des défis en termes de trouver et obtenir des services appropriés dans notre milieu. C'est pas vrai. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas que partout au Québec, dans tous les villages, dans toutes les municipalités, dans toutes les villes, il y a toute la panoplie complète et tout le panier de services là, plein là, de services disponibles pour les personnes proches aidantes. Donc, de trouver et d'obtenir le service qui nous convient est un défi. Il y a aussi un défi en termes d'amener la personne aidée à accepter les services. Ça, on l'entend beaucoup, des prochainement, ils vont nous dire oui, mais mes parents, ils ne veulent pas que personne d'autre que moi et ma soeur. Ils ne veulent pas de l'aide, ils ne veulent pas que ce soit un étranger, ils n'acceptent pas qu'un étranger rentre dans leur maison. Ça peut juste être
les enfants, puis là, les enfants sont épuisés, fait qu'on ne sait pas quoi faire parce que là, dans le fond, on voudrait bien, nous, les enfants, faire rentrer des aides, mais nos parents ferment la porte complètement. Fait que ça peut être un défi que rencontrent les personnes proches aidantes. Découvrir, exprimer, accepter ses limites. Ça, nous, on l'entend beaucoup à la ligne Info Aidant. Nous, on reçoit presque des centaines d'appels par jour à la ligne Info Aidant, donc des gens, des proches aidants qui vont au-delà de leurs limites, qui, par engagement, par amour, vont dépassent et donnent, ils vont au-delà de leurs limites. C'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup. Donc, on l'observe pour les prochains ans, c'est difficile d'identifier tes limites, de les exprimer, puis de faire en sorte que les gens acceptent que tu exprimes ces limites-là. Prendre du temps pour ça, c'est le corollaire, parce que si j'ai de la difficulté à exprimer mes limites, je vais avoir encore plus de difficulté à prendre du temps pour moi, puis je vais me sentir coupable de prendre du temps pour moi, alors que ça ne devrait pas être le cas. Bien entendu, la conciliation travail ou études, famille et proche aidant, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Et donc, demander à accepter de l'aide demeure un défi pour de nombreuses personnes proches aidantes. Il y a beaucoup de défis, oui, voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment on reconnaît les signes d'épuisement? Absolument. En fait, il y a des questions qu'il faut avoir en tête. Est-ce que j'ai l'impression que je n'ai plus de temps pour moi? Est-ce que je me sens tiraillée entre les soins à la personne que j'aide et mes autres responsabilités? Un exemple qu'un de mes intervenants me disait, dis-moi quand je parle à des personnes prochainement sur la ligne, qui demandent s'ils sont à risque d'épuisement ou s'ils sont en train d'expérimenter des signes. Est-ce que vous avez commencé à sacrifier vos activités, les activités qui vous nourrissent le plus? Est-ce que vous avez commencé à sacrifier votre, par exemple, votre mardi soir au quai, parce que vous aviez l'habitude de tous les mardis soirs aller jouer au quai avec vos amis? Est-ce que vous avez sacrifié toutes les petites choses dans votre vie que vous faisiez pour votre plaisir propre et personnel? Si la réponse est oui, c'est que vous êtes arrêté. C'est des signes qui nous permettent de penser que vous vous mettez à risque d'épuisement si vous ne conservez pas dans votre quotidien des petits espaces pour vous ressourcer. Avez-vous l'impression d'être la seule personne sur qui la personne aidée peut compter? C'est lourd à porter d'être la seule personne sur qui la personne aidée peut compter. Et ça aussi, c'est un autre facteur, un signe que vous vous mettez à risque de vivre de l'épuisement. Est-ce que vous vous sentez coupable de ne pas en faire plus, même si vous en faites déjà beaucoup? Ça aussi, c'est un petit drapeau rouge. Est-ce que vous pleurez facilement? Est-ce que vous êtes constamment fatigué? Donc, c'est toutes les questions que vous pouvez vous poser et essayer d'avoir un regard introspectif. Essayez de vous regarder aller et faire « Ouf, OK, non, il y a des signes, il faut que je fasse quelque chose. » Est-ce que si il faut forcément il faut répondre oui à une question, là, c'est déjà un signe d'épuisement, c'est ça? Oui, absolument, absolument. C'est des façons de se regarder, c'est des questions qui nous permettent de détecter des risques. Et après, il faut avoir un recul sur soi. Oui, un recul sur soi pour être capable de faire comme ouf, OK, c'est pas un bon signe, il faut que je fasse quelque chose, il faut trouver des stratégies. J'ai une de mes filles qui me dirait, maman, c'est plus facile à dire qu'à faire. Effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si déjà vous êtes alerte aux signaux, ben déjà, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas qui est fait. Puis après, il y en a d'autres à faire, bien entendu, mais c'est déjà un pas, effectivement. Et donc maintenant, est-ce que tu peux nous dire, parce que toutes ces personnes-là qui répondent oui dans leur tête à ces questions, je pense qu'ils ont envie de savoir comment aller chercher de l'aide et aussi en quoi c'est important de se faire aider. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi il faut aller chercher de l'aide? Ben, dans le fond, c'est assez simple. Dans le fond, il faut vous offrir des temps de répit. Il faut prendre soin de votre santé. L'image la plus éloquente et la plus
facile à comprendre, c'est quand on fait l'analogie avec ce qu'on nous dit quand on prend un avion et qu'on est accompagné d'un enfant et qu'on nous dit si les masques à oxygène tombent, vous mettez votre masque à oxygène à vous en premier avant de mettre le masque à oxygène sur votre enfant. Bien, c'est le même principe. C'est que si vous n'êtes pas capable de vous préserver en santé, vous ne serez plus en mesure de jouer un rôle de personne proche aidante. Il y avait toutes sortes de statistiques au tout début quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là. Puis aussi une statistique qui était assez alarmante. On disait dans 60% des cas, la personne proche aidante va se ramasser à l'hôpital avant même que la personne aidée soit décédée parce qu'elle s'épuise. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment un risque d'épuisement et donc, c'est vraiment important de prendre soin de sa santé. C'est aussi pourquoi on veut aller chercher de l'aide, pourquoi c'est important d'aller chercher de l'aide, c'est que ça va nous permettre de préserver notre relation avec la personne aidée parce que c'est clair que si le contexte, la maladie de la personne aidée nous pousse dans une zone d'épuisement, c'est quelque chose qui va se développer comme du ressentiment envers on peut développer du ressentiment envers la personne aidée, la personne qui souffre d'une maladie, et notre relation peut effectivement en souffrir. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est important d'aller chercher de l'aide, éviter l'épuisement, bien entendu, pour nous permettre de poursuivre nos activités académiques, professionnelles, personnelles, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui nous passionne dans la vie, tout ce qui nous nourrit, tout ce qui maintient notre vitalité, il ne faut pas les abandonner, il ne faut pas les négliger, malgré le contexte de proche aidance. Donc, c'est vraiment une façon de conserver un équilibre entre les différentes sphères de notre vie. Il faut comprendre que le rôle de proche aidant, c'est un rôle qui s'ajoute à plusieurs autres rôles sociaux. Puis on a tendance au moment où la proche aidance prend beaucoup de place dans notre vie, on néglige certains autres rôles, mais si c'est des rôles qui nous nourrissent, il ne faut pas les négliger complètement. Il faut être capable de maintenir un investissement dans d'autres sphères de notre vie. C'est la façon de maintenir notre qualité de vie à plus long terme. Où trouver de l'aide? Oriane me posait la question. Donc, évidemment, auprès de son entourage, il y a des gens qui vont être tout à fait disposés à nous aider, mais ils ne peuvent pas deviner qu'on a besoin d'aide. Si on ne parle pas de notre réalité, si on ne partage pas nos défis avec notre entourage, c'est difficile pour eux d'offrir de l'aide. Souvent, on a tendance à attendre que les gens nous offrent de l'aide. Donc, être en ouverture, être en mesure de partager ce que l'on vit, ça va certainement être une des clés pour mobiliser de l'entourage autour de nous pendant cette période-là. Auprès des professionnels, bien entendu, du réseau de la santé, les médecins, les pharmaciens, les ergothérapeutes, les travailleurs sociaux, bref, il y a toutes sortes de professionnels qui peuvent aussi nous offrir du soutien. Et auprès d'organismes qui proposent des services et du soutien, du Québec, par exemple, mais il y en a aussi toute une multitude dont je vais pouvoir peut-être un petit peu plus parler. Donc, Info Aidant, c'est évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse. Je vais vous parler de l'organisme et du service que je dirige. Donc, Info Aidant, c'est un service qui est accessible tous les jours, de 8h à 8h. Donc, par le téléphone, mais aussi par courriel et maintenant par calendrier depuis quelques semaines. Donc, c'est un service national. Donc, dans le fond, on reçoit des appels de partout au Québec. Et c'est un service professionnel. Donc, c'est un service confidentiel, gratuit. Nos conseillers et conseillères sont vraiment des gens spécialisés et des professionnels de la relation d'aide. On a une équipe multidisciplinaire, des travailleurs sociaux, des doctorants en psychologie, des psychoéducateurs, des sexologues, tout ça. Bref, vraiment une multitude de professionnels. Le service est offert dans les deux langues, français et anglais. Et donc, c'est une ligne d'informations et de références. Bien entendu, on a des ressources qui sont disponibles en ligne également. Donc, sur le site appui.org, vous avez un ensemble de conseils pratiques, d'actualités, de ressources. Notre répertoire de ressources en ligne, c'est plus de 1440 organismes répertoriés et pour lequel la recherche est assez facile, avec un code postal, avec le type de service que vous cherchez. Est-ce que c'est plus des services d'information, de formation?
de soutien psychosocial ou de répit, on peut assez rapidement trouver 2, 3, 4 organismes dans notre secteur qui offrent des services aux personnes prochainement. On offre également des programmes de formation et de soutien en ligne. Donc, on a actuellement 2 programmes qui sont des programmes gratuits, des programmes de formation, le programme Message et le programme Devenir aidant, ça s'apprend. Message est un programme de gestion du stress qui s'adresse à des proches aidants de personnes aînées ou ayant un profil gériatrique. Devenir aidant, ça s'apprend est un programme spécifique pour les personnes proches aidantes de personnes aînées avec un trouble neurocognitif majeur. Et c'est sur différentes thématiques, pas seulement la gestion du stress, donc les stratégies de communication, comment trouver de l'aide, etc. Les 2 programmes sont offerts sur une durée de 7 semaines et c'est un investissement de 60 à 90 minutes pour la personne prochainement qui s'inscrit au programme par semaine et elle a un accompagnement écrit et personnalisé. Donc, les conseillères d'info-aidants, j'ai des conseillères qui sont formées pour accompagner les participants au programme et qui, à chaque semaine, prennent connaissance des prochainement font des exercices, prennent connaissance des écrits, de ce que les prochainement nous partagent par écrit, parce que c'est exclusivement par écrit et à distance. Et donc, elles leur font une rétroaction personnalisée. Donc, c'est la même personne. C'est vraiment, il y a un être humain derrière qui vous lit et qui vous répond à chaque semaine et qui met en valeur vos forces, qui stimule des apprentissages. Donc, il y a vraiment une approche qu'on appelle psychoéducative là, pour vraiment favoriser l'acquisition de nouvelles compétences à travers les 7 semaines. Et donc, il faut évidemment contacter notre service pour s'y inscrire. Je vous laisse je vous partage 2 témoignages de personnes qui ont participé à ces programmes-là. Donc, une prochaine qui disait j'ai appris que je ne suis pas seule, que nous sommes plusieurs à vivre cette réalité, que c'est normal de trouver cette situation parfois lourde et très demandante, même si nous adorons nos parents. Et quelqu'un d'autre qui nous partageait, qui disait j'ai appris à m'écouter, à reconnaître lorsque je suis fatiguée. Surtout ne pas attendre d'être à bout de souffle avant de demander de l'aide. S'il y a des professionnels dans l'auditoire, je vous partage un outil qui a été lancé le 8 décembre dernier, qui est un outil de référencement pour référencer les personnes proches aidantes le plus tôt possible dans leur trajectoire. C'est un outil qui s'appelle Référence Intense Québec, qui a été développé en partenariat entre l'appui du ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Donc, c'est effectivement un site web où les intervenants, en quelques clics, un professionnel de la santé, mais aussi d'autres types d'intervenants, peuvent référer une personne proche aidante à des intervenants qui sont à l'écoute de leurs besoins et qui pourront leur proposer des solutions adaptées à leur situation. C'est le même outil qui va être utilisé partout au Québec. C'est un outil très simple. C'est un formulaire très court en ligne où on recueille les coordonnées, les besoins de la personne proche aidante d'aînés. La demande est soumise en ligne et c'est tout. Donc, dans le fond, c'est un outil très efficace qui nous permet de recontacter les personnes proches aidantes dans les 10 jours ouvrables. C'est la promesse qu'on leur fait et que l'on respecte. Donc, dans le fond, il y a soit des conseillers, des conseillères d'info-aidants qui vont les recontacter, soit quelqu'un d'une société Alzheimer. Très rapidement, je vais vous montrer un peu la façon un peu rapidement de comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a un professionnel référent, c'est-à-dire qu'il y a soit un médecin, ça peut être une infirmière, un pharmacien, une travailleuse sociale, un professionnel de la réadaptation, un professionnel du secteur financier, ça peut être un banquier, ça peut être un médiateur, une médiatrice communautaire, bref, quelqu'un qui est en contact avec une DIAD, un aidant, un aidé, qui voit qu'il y a un aidant dans le paysage, mais que lui, comme professionnel de la santé, son client, c'est la personne aidée, mais il voit bien qu'il y a un proche aidant dans le paysage et il voudrait tout de suite faire connaître à ce proche aidant-là les ressources qui existent pour lui. Donc, il lui demande son autorisation pour le référer. Et donc, si on est dans un contexte maladie d'Alzheimer,
la référence va se faire vers une des 17 sociétés Alzheimer régionales. Et c'est quelqu'un d'une société Alzheimer qui va prendre le relais. Si on est dans un autre contexte, une autre problématique, une autre pathologie, le professionnel va suggérer de référer vers un co-aidant et c'est à un co-aidant qu'on va prendre le relais à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose qui a été implanté, qui a été lancé au mois de décembre. On est déjà à plus de 500 références reçues juste à un co-aidant. Je n'ai pas les chiffres pour ce qui est des sociétés Alzheimer, mais bref, c'est un outil qu'on est appelé à diffuser largement dans les cliniques médicales, dans tout le réseau de la santé. Évidemment, comme on l'a développé en partenariat avec le ministère, ça descend aussi dans les instances du réseau de la santé. Je pense que ça termine, chère Oriane. Merci beaucoup, Julie, pour toutes ces belles informations importantes. Donc, n'hésitez pas à appeler la ligne d'information de l'organisme L'Appui. Également, Parkinson Québec aussi a une ligne d'information que vous pouvez appeler aussi. Et puis, l'organisme L'Appui organise une projection de films virtuels, enfin une projection en ligne d'un film qui s'appelle Au-delà des mots sur la proche aidance et c'est le 8 novembre à 18h30. C'est ça, Julie? Oui, absolument. Donc, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Julie, tu pourrais peut-être mettre le lien dans le chat. Absolument. Oui, je vais faire ça. Comme ça, vous allez avoir toutes les informations et vous pouvez vous inscrire gratuitement et puis visionner ce film. Donc, on va passer à la période de questions. Je l'ai vu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, le film était il était en présentiel à l'origine, oui. C'est ça? Exactement. Il a été en tournée depuis oui. quelques semaines. Il a tourné dans plusieurs salles de cinéma à la grandeur de la province. Des représentations un peu partout. On termine la tournée et on fait une ultime projection en ligne parce que beaucoup de gens qui sont venus le voir en salle nous disaient « Oh, j'aurais aimé revenir le revoir, mais accompagné de ma mère, de mon père, de ma soeur. » Bref, il y a beaucoup de gens qui nous ont fait. C'est comme à la demande générale, on s'est dit, OK, dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes, on fait une ultime projection et ça sera en ligne cette fois-ci. Ça ne sera pas dans une salle de cinéma. Ça sera dans le confort de vos salons. Soi. Oui, exact. Avec exactement. vos plaids, vos petites bougies. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, pour la période de questions, vous pouvez soit écrire les questions dans le chat directement ou vous pouvez lever la main et puis lorsqu'on vous donne la parole, vous pouvez activer votre caméra, votre micro et puis poser la question directement. J'ai vu qu'il y avait une question sur les programmes disponibles en anglais. Donc, c'est tout récent. Donc, dans le fond, on vient tout juste de recevoir nos traductions de nos 2 programmes de formation en ligne en anglais. On a besoin de quelques semaines pour s'assurer que nos conseillères s'approprient le langage pour pouvoir l'offrir. Mais d'ici Noël, c'est sûr et certain que les programmes vont être… on va faire de la promotion là, pour indiquer que les programmes sont maintenant disponibles en anglais. On a un 3e programme qui va être aussi offert en pilote à l'hiver, qui est plus sur la période, la trajectoire des prochains ans, au moment où on envisage la relocalisation, au moment où on envisage que l'aidé déménage dans un milieu de vie alternatif ou dans un milieu de vie institutionnel. Cette période-là est assez intense émotionnellement, c'est difficile pour les personnes proches aidantes. Donc, on a vraiment travaillé avec les chercheurs, on travaille avec les chercheurs de l'Université de Montréal pour développer un projet spécifique autour de cette période-là assez charnière là, dans la trajectoire des personnes proches aidantes. Et on est également en train de travailler à adapter le programme Message de gestion du stress à toutes les clientèles. Parce que pendant 10 ans, à l'Appui, on était très proche aidant d'aînés. Mais maintenant, depuis 2 ans, on a élargi notre mission, on a élargi notre mandat et on s'adresse maintenant à toutes les personnes proches aidantes. Et donc, la gestion du stress, on sait qu'on soit un proche aidant d'aîné ou un parent qui s'occupe d'un enfant ou un conjoint qui s'occupe d'un conjoint atteint de maladie mentale. Donc, tous ces contextes-là sont propices à générer énormément de stress. Donc, on fait une adaptation pour pouvoir l'offrir à toutes les clientèles. Parfait.
n'y a pas l'air d'avoir vraiment beaucoup de questions pour le moment. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu parlais tout à l'heure que parfois c'était difficile pour les personnes de se reconnaître proche aidant, de se Oui. dire oui, moi, je suis une proche aidante. Mais est-ce que le fait de passer cette étape de mettre un mot, de dire je suis proche aidant, ça peut faire peur parfois, parce que ça officialise un peu la chose. Je sais pas, j'ai l'impression que ça peut ouais, faire peur. C'est ça. On passe du quotidien, non, j'aide ma conjointe, mon conjoint, à non, je suis proche aidant. Et là, je trouve que le statut change, etc. Ouais, mais je te dirais que ce que nous, on entend, c'est pas tant de la peur que on n'aime pas le terme. Les gens n'aiment pas le terme. C'est, Ouais. c'est, tu sais, c'est comme si ça dénature ton Oui, lien. C'est comme si, non, non, c'est ma conjointe, c'est mon conjoint, c'est mon père, c'est ma mère. exact. Puis c'est comme si le fait de se dire je suis proche aidante de ma mère, c'est comme si ça mettait de la distance. C'est comme si Mhm. ça ne prend pas en considération le lien affectif. Juste dans le vocable, dans le terme, il y a quelque chose qui rebute. Il y a quelque chose qui. Fait qu'on Oui, je on a, comprends. à une certaine époque, au Québec, on utilisait aidant naturel, puis assez rapidement, les aidants ont dit non, 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 mais c'est parce que c'est pas naturel, là. Tout ce que je fais, là, les injections, euh, c'est pas naturel. Mhm. Arrêtez ça avec le mot aidant naturel parce que moi, parce que Non, beaucoup de proches aidants réagissaient très fortement. Donc, on a abandonné ce vocable-là. On a adopté le vocable proche aidant, puis pour beaucoup de gens, c'est comme ben, je- ça rebute un peu comme terme. ouais, je comprends un petit peu. Là, Mhm. il y a Monsieur Gilles Paré qui dit, enfin, un très beau terme, on pourrait dire proche aimante. C'est Oui, beau, c'est très beau. c'est beau. Je l'ai vu dans certains contextes, effectivement. C'est très, très beau. Mhm, La seule chose, le seul, si vous allez écouter notre série de balados sur la prochaine danse, il y a un témoignage en particulier qui est très éloquent. C'est le témoignage de Marie-France Bazot, où elle parle justement qu'elle est la prochaine danse de sa maman, qu'elle a la maladie de sa mère. Puis elle est très transparente et très honnête en disant, vous savez, moi, la relation avec ma mère, c'est pas une relation où il y a eu beaucoup d'amour, où il y a eu beaucoup d'affection. Elle dit, ma mère serait née à une autre époque, elle n'aurait pas voulu d'enfant, elle n'en aurait pas eu. C'est mhm. pas une femme qui était maternelle. Elle dit, donc, nous, notre relation n'a jamais, jamais, jamais été facile. C'est pas une relation d'amour. Elle dit, moi, je suis dans le devoir. Je m'occupe de ma mère parce que je dois m'occuper de ma mère. Mhm. Fait qu'il y a des contextes de prochainance où on n'est pas dans des relations Oui. d'amour autant. Mhm. Alors c'est pour ça, toi, j'adore, je trouve très beau le terme prochainement, mais je sais qu'il y a des prochainement qui ne se reconnaîtraient pas dans ce Oui, vocable-là non plus. bien sûr, oui, c'est vrai. Et donc, on a une question de Atou Merwan qui demande, est-ce que les proches aidants, ce sont des personnes bénévoles? C'est une bonne question. Dans le fond, il y a une petite nuance qui fait que non, un proche aidant n'est pas une personne bénévole, dans la mesure où, quand on a conceptualisé, quand on définit, quand on regarde la définition officielle dans la politique pour les proches aidants, il y a dans la relation de proche aidant, dans le contexte de proche aidant, un lien significatif. Ça n'a pas besoin d'être un lien familial, mais il y a un lien significatif. Puis quand on est un bénévole, on, on peut développer un lien significatif avec une personne en particulier. Mais en général, on est un bénévole, on donne du temps et ce qu'on donne comme temps n'est pas sujet nécessairement à cette relation significative. Fait que je dirais que c'est là la petite nuance qui fait qu'on distingue qu'un proche aidant n'est pas un bénévole. Souvent, le bénévole aussi va, par exemple, s'il utilise, par exemple, s'il est bénévole d'un centre d'action bénévole, puis il accompagne des aînés à leurs rendez-vous médicaux, il va avoir une compensation pour l'utilisation de l'essence de sa voiture. Donc, il y a des compensations financières pour le temps
qu'il donne à accompagner des personnes. Donc, ça aussi fait en sorte qu'il ne s'inscrit pas tout à fait dans la définition qu'on donne d'un proche aidant qui soutient sans rémunération aucune, sans avantage aucun. Et aussi, c'est ça, dans cette relation-là où il y a un lien affectif. Là, on a Jeff qui dit, qui parle qu'aucun répit spécialisé, il y a du manque de personnel pour l'aide à domicile, le manque de matériel au CLSC, les rendez-vous médicaux, pas d'aide financière. C'est vrai que c'est particulier en ce moment, surtout les maisons de répit, Tout à fait, c'est absolument. compliqué. Le contexte Oui, est très, très oui, difficile. exact. Nous, à la ligne Info Aidant, on est en première ligne. On reçoit Oui. ces appels-là tous les jours. Dans le contexte inflationniste actuel, beaucoup de proches aidants nous appellent avec énormément d'anxiété en termes financiers. Le manque de services de répit, effectivement, là, on le connaît aussi. Donc, encore beaucoup de choses à faire. Je vous dirais que s'il y a une chose qui me console, puis je ne suis vraiment pas du genre à me mettre la tête dans le sable, là, je vois tous les défis qu'il y a, mais s'il y a une chose qui me console, c'est que comparativement à d'autres provinces canadiennes, on a une longueur d'avance, on a une politique, on a un plan d'action, on a un gouvernement qui visiblement a mis les proches aidants là, dans ses priorités. Donc, il y a un ensemble de mesures, il y a des investissements. C'est loin, 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 loin de répondre à l'ensemble des besoins, mais il y a somme toute une longueur d'avance par rapport à des provinces, d'autres provinces canadiennes où pas de politique, pas de plan d'action, encore moins de soutien que ce qu'on peut avoir au Québec. Donc, quand même beaucoup d'organisations communautaires, que ce soit Parkinson Québec ou d'autres, qui reçoivent du soutien financier du gouvernement et de d'autres bailleurs de fonds pour offrir du soutien aux personnes proches aidantes. C'est vrai. Il y a Louise qui te parle directement, Julie. Elle dit, moi, Julie, ce que tu viens de décrire, je n'étais pas trop proche de ma mère et n'étais pas trop maternelle, mais en étant proche aidante avec elle, ça nous avait beaucoup rapprochés. Ah, j'ai entendu des histoires Ouais. comme ça très souvent. Très souvent, il y a des choses qui peuvent. Puis, je vous invite encore une fois à aller écouter Marie-France Bazot parce qu'elle en parle aussi. Elle dit autant que la relation était difficile avec sa mère toute sa vie, autant que maintenant que sa mère est atteinte de déficit cognitif, il y a quelque chose qui s'est passé et c'est plus doux. C'est pas, elle dit, ça sera jamais la relation que j'aurais aimé avoir, mais elle dit, il y a quelque chose de plus doux dans notre relation, il y a des choses qui se réparent à la fin de sa vie. Donc, il y a de l'espoir aussi, des fois, même quand on a eu toute notre vie une relation un peu conflictuelle ou très proche, des fois, dans un contexte de proche aidance, il y a des choses qui peuvent encore se réparer. C'est vrai. Gilles dit que si on n'était pas là, il y aurait encore plus de gens en souffrance. Tellement, tellement. On dit souvent que les proches aidants, c'est la colonne vertébrale du réseau de la santé. Hein? Si tous les proches aidants arrêtaient d'offrir le soutien qu'ils offrent, notre système s'écroulerait. On fait souvent, c'est un peu alarmiste, mais c'est pas faux non plus. Je pense, en termes de statistiques, je pense que c'est des chiffres assez imposants. Là. C'est 70% du soutien qui est offert aux personnes âgées. Là, je prends juste la catégorie du soutien offert aux personnes âgées. 70% de ce soutien-là est offert par les proches aidants. Donc, le réseau de la santé et les organismes communautaires, c'est une portion du soutien, mais c'est une portion minoritaire par rapport à ce que les proches aidants offrent. Fait que oui, la solidarité familiale est au cœur de notre système, de notre filet social. Là. Si on n'avait pas ces solidarités-là intrafamiliales ou même de voisinage, parce que la proche aidance, ça se manifeste aussi entre voisins. Fait que s'il n'y avait pas ces solidarités-là, notre système, vraiment, il y aurait une pression énorme qui ne serait pas en mesure de combler, effectivement. C'est très juste. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va terminer ici. Julie, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter
Mais ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment avec vous. Je Oui. suis très honorée de l'invitation et puis Parkinson Québec fait un travail vraiment extraordinaire. Donc, vraiment, vous êtes bien servi avec Parkinson Québec. Merci beaucoup, Julie, et merci d'être venue ici pour partager tes connaissances. Donc n'hésitez pas à contacter l'organisme L'Appui, Parkinson Québec, si vous avez besoin de soutien, si vous voyez des signes d'épuisement. Voilà, j'espère que ça va avoir un impact positif sur vous. Euh, N'oubliez pas aussi de jeter un œil au programme Ta vie en mouvement sur notre site web. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire le jeudi 24 novembre à la même heure, à 14 heures, avec l'infirmière chercheuse Lynn Baudet. Le sujet portera également sur la proche aidance, puisque en novembre, c'est le mois des proches aidants. Donc, je vous souhaite une belle journée et merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Merci. au Au revoir. revoir.